Alexandre et Christine avancent dans la vie en se soutenant l'un l'autre, leur façon à eux de tenir. Il y a 10 ans, leur fille entame une psychothérapie. Très vite, la jeune femme de 20 ans change, elle se referme sur elle-même, jusqu'au jour où elle accuse son grand-père et son oncle de l'avoir violée. Alexandre et Christine la croient et la soutiennent, mais un jour, leur fille les convoque dans un restaurant parisien. Elle est arrivée la tête rasée complètement. Et on s'est assis à table et à l'entrée, elle nous a asséné cette vérité, mais d'une manière comme un automate, très calme. Après avoir accusé son grand-père et son oncle, elle dit que c'est plus son grand-père et son oncle, mais c'est son père. Et à ce moment-là, elle me dit que même son père n'est pas son père et que j'aurais fauté avec son grand-père. Et que ses deux grands-mères auraient été également violées pendant leur enfance. La jeune femme disparaît de leur vie, mais ne déposera jamais plainte. Pour Christine et Alexandre, leur fille est sous l'emprise d'un thérapeute déviant qui l'a amenée à se construire une fausse mémoire. Selon cette spécialiste, plusieurs centaines de familles seraient victimes en France de ces faux souvenirs induits. Un mécanisme désormais assimilé à une dérive sectaire. Le thérapeute va induire un faux souvenir grave, un dysfonctionnement intrafamilial grave, de type inceste, de type viol. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, il va y avoir des conséquences dramatiques sur l'environnement familial ou privé de la personne, parce que en général, ça entraîne une rupture. L'intérêt est évidemment de pouvoir établir une manipulation mentale et à terme une emprise sur le client-patient. Une manipulation financière aussi. Comme les autres victimes, la fille de Christine et Alexandre dépense plusieurs centaines d'euros par semaine en séances de thérapie. Ils ne savent pas aujourd'hui comment elle parvient à les payer. Ça fait quelques années maintenant qu'on parle de ces faux souvenirs, enfin qu'on croyait vrais au départ. On se souvient d'un cas d'ailleurs, jeune femme qui avait porté plainte pour viol contre l'un de ses parents et on s'était aperçu après un examen qu'elle était toujours vierge. Que donc c'est là où on a commencé à dire que c'était peut-être des faux souvenirs. Aujourd'hui, vous assistez énormément. Pour vous, c'est du même type, c'est le même type de manipulation mentale. Oui, mais on met l'accent cette année sur d'autres méthodes qui sont tout aussi dangereuses. J'ai évoqué la méthode, enfin les nouvelles médecines germaniques du docteur Hammer qui a été condamné en France et interdit d'exercice de la médecine en Allemagne. Que nous dit Hammer? Il nous dit en gros, le cancer dont vous souffrez a été programmé suite à un choc psychologique interne à tel endroit du cerveau. Donc il suffit de trouver l'endroit pour déprogrammer et automatiquement vous guérissez de votre cancer. Mais à une seule condition, c'est que vous abandonniez les soins traditionnels. Ça se termine comme vous pouvez l'imaginer. Et actuellement, il y a des procès en cours. Cette méthode Hammer a prospéré chez nous et on considère qu'il y a à peu près 1000 praticiens en France qui appliquent en toute impunité cette méthode auprès de gens qui, désespérés devant le caractère incurable d'une maladie, vont se retourner vers ce genre de méthodes dites de biologie totale, de décodage biologique, qui ont des conséquences absolument dramatiques. C'est contre ça que nous, Mission Interministérielle, nous luttons, parce qu'il y a la psychothérapie totalement absurde, inefficiente, et en même temps, emprise, comme l'a dit Françoise Chalmot dans le portage, emprise mentale, manipulation mentale, recherche du gain par une rupture familiale, etc. Donc vous voyez bien qu'on est dans la dérive sectaire avec des conséquences gravissimes. Est-ce que je vais me faire l'avocat du diable à mon tour? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose de la psychanalyse, par exemple, à force de nous demander d'étudier nos rêves ou de nous replonger dans notre petite enfance pour savoir si on n'aurait pas vu éventuellement nos parents en train de faire l'amour? Est-ce que là, il n'y a pas une manipulation qu'on pourrait dénoncer? La difficulté, c'est toujours la même chose. C'est comment définir l'emprise mentale? Jusqu'où va la manipulation de l'esprit? Tout à fait. Et il y a eu un débat déjà, et d'une certaine façon, heureusement, les personnes qui aussi réfléchissent et mettent en perspective un peu toutes ces problématiques, à l'époque, avaient fait en sorte que dans la loi, il n'y ait pas l'introduction de la manipulation. C'eût été le loup dans la bergerie. Ça aurait été la police des esprits. Le terme. Mais on n'a pas. Mais c'est capital. Manipulation mentale, on a retenu le terme de suggestion psychologique. Mais alors justement, l'emprise mentale, il y a 2 écrivains sur ce plateau, 2 romanciers, ils savent ce que c'est, l'emprise mentale. Est-ce que ça vous fait peur qu'on puisse parler d'emprise mentale, parce que c'est quelque chose de très complexe avec lequel il ne faut pas rire? Oui, c'est forcément quelque chose de complexe, parce qu'avec tous ces domaines-là, on touche à quelque chose qui est difficilement quantifiable, parce qu'on est dans l'invisible.
assez délicat effectivement d'être dans l'imaginaire de quelqu'un et de voir ce qu'il meut. Je crois que moi c'est des domaines qui me passionnent, et je pense que justement un écrivain ou un artiste a des moyens de lutter contre ça. Ce que n'a pas forcément quelqu'un qui n'a pas accès à l'expression artistique. Et pour ma part, dans les nombreuses expériences que j'ai faites, parce que j'ai vraiment été un staccanoviste de toutes ces techniques, hein, que ce soit psychothérapie, psychanalyse, méditation, enfin j'ai fait vraiment des choses absolument insensées que vous ne soupçonneriez même pas. Et vraiment, il y a de nombreuses fois, je me suis demandé comment en fait arriver à garder un espèce d'équilibre là-dedans, quoi, ce qui n'est pas évident. Et je crois que mine de rien, finalement, il ne faut pas hésiter à se reposer un petit peu sur un espèce de sens commun, qui est peut-être un truc un petit peu bébête, mais c'est-à-dire que si vous êtes dans des expériences qui sont très désarçonnantes, je crois qu'à un moment donné, il faut regarder tout bêtement quelle corrélation il y a avec une réalité très terre-à-terre, et de voir quel lien on peut établir avec ça, et de quelle manière on peut finalement retomber sur ses pieds. Et je crois que dans toutes ces techniques-là, il y a beaucoup de ces techniques qui sont très judicieuses et très bonnes, mais malheureusement, effectivement, qui sont mal utilisées. Et ce que je disais en début d'émission, c'est peut-être aussi un peu dommage de faire des amalgames entre des choses qui peuvent être positives et, mine de rien, des choses qui ne le sont pas, quoi. Douglas Kennedy. Pour moi, chaque vie est un roman. Et en même temps, il y a beaucoup d'entre nous qui ont besoin d'une raison d'être et des réponses. Si on est romancier, on n'a pas de réponse. On a beaucoup de questions. C'est la différence. Si on est L. Ron Hubbard, ou David Koresh, ou Jim Jones, ou Brigham Young, on a des réponses. Dans mon pays, il y a aussi l'idée qu'on peut se réinventer tout le temps. Il y a plusieurs actes dans une vie. C'est une des raisons pour lesquelles que les sectes ont connu une grande popularité aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui cherchent des réponses et une signification. C'est très simple, franchement. Je me souviens très bien quand j'étais en Égypte, il y a 20 ans, et j'ai monté en fait Sinaï avant l'aube. Soudainement, en fait, l'aube est arrivée et voici le désert. Et pour la première fois, j'ai compris pourquoi beaucoup d'histoires étaient s'imposer sur ça, parce qu'il n'y avait rien. C'est la même chose aux États-Unis, en fait. C'est une société très fluide, sans beaucoup de racines. Et donc, c'est très ouvert pour des religions, des sectes bizarres. Mais aussi pour la psychanalyse, par exemple. On sait bien que la plupart des films américains font allusion à la psychanalyse, presque aussi souvent que la Constitution. Il y a un nombre de films d'Alfred Hitchcock qui sont résolus par la psychanalyse, que ce soit par Printemps pour Marnie ou La Maison du Docteur Edward. C'est inimaginable en France. Or, à la fin, ils se souviennent tous de quelque chose. On peut se demander si ça n'est pas un faux souvenir. Mais nos racines puritaines, nous croyons dans la perfectibilité de l'homme. C'est possible. Et l'idée aussi qu'il y a la possibilité du paradis sur Terre. Gérald Bronner. Oui, je voulais dire qu'il faudrait tout de même pas être trop effarouché par le terme de manipulation mentale, parce qu'il y a aussi des spécificités, encore une fois, parmi les groupes dont nous discutons, c'est-à-dire les sectes, notamment dans leur mode de recrutement. Les modes de recrutement que l'on retrouve souvent dans ces groupes consistent par exemple officiellement, selon des textes officiels et internes de ces groupes, à masquer la doctrine. C'est-à-dire qu'on vous explique que quand vous contactez quelqu'un, vous allez lui faire croire que vous allez lui proposer des cours de yoga gratuits ou une analyse psychologique ou, que sais-je, une conférence sur Victor Hugo ou sur les Celtes. Et puis évidemment, derrière ce paravent, il y a une doctrine qu'on va vous proposer étape par étape pour qu'elle soit ingérable cognitivement. Parce que le terme de cette doctrine est tout à fait inadmissible, parce que trop exotique, trop étrange. Et donc, cette mécanique prosélyte qui est intégrée par certains groupes constitue, je ne sais pas encore une fois si on doit prendre le terme de manipulation mentale, en tout cas une forme de marketing cognitif qui est moralement tout de même assez répréhensible. Je vais vous demander tous une conclusion, parce que ça va être la fin de cette émission. À la fin,